Bonjour, je suis Justine Magot et je vous accueille sur le podcast Persévérer pour mieux rêver. Mes invités ont une passion, un rêve qu'ils ont choisi de transformer en carrière. Ils vous parleront de leur parcours, des obstacles qu'ils ont rencontrés, mais surtout de l'importance de ne jamais abandonner ses objectifs. J'espère, à travers ce podcast, vous permettre de trouver la force et la motivation de suivre vos rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Erwan, bienvenue dans le podcast. Je te laisse expliquer qui tu es, ce que tu fais, ton métier. Alors je suis à la base comédien, je suis aussi professeur de théâtre et donc de cinéma. Professeur d'échecs aussi, c'est... comment dire Vas-y. Ouais, j'avoue, je suis un peu stressé. Un des trucs que j'aime pas faire, c'est la présentation en fait. Ouais, c'est super dur de se présenter. Hein. Exactement. Parce qu'en fait, tout ce qu'on est, c'est tellement vaste, tellement... En fait, on est tellement de choses. Je crois que dire « je suis comédien », c'est limitant en fait. Donc je suis comédien, j'ai aussi fait de la réalisation, donc comme je disais, je donne des cours d'échecs aussi, professeur de théâtre, de cinéma, je fais du coaching pour les acteurs, coaching de vie également. J'ai touché à beaucoup de métiers dans l'audiovisuel, c'est-à-dire j'étais directeur de casting pour des petits courts-métrages. J'ai été donc assistant réal. Et bon, comme je disais, réalisateur juste avant. J'ai aussi fait pas mal de régie à une époque. Et en fait, j'ai plus l'impression qu'on est artiste avant tout. Et même c'est ce côté-là que je recherche dans le jeu d'échecs au final. Donc voilà. Est-ce qu'il faut que je dise mon âge ? C'est comme tu veux. J'ai 38 ans. Donc j'ai commencé justement quand j'avais 6 ans. C'était ma prochaine question, donc tu anticipes. Ok. Et du coup, j'ai commencé quand j'avais 6 ans dans une structure qui s'appelle les Soirées d'été en Luberon. Donc à l'époque, j'avais 2 comédiens qui venaient à l'école, tout simplement, et qui nous faisaient découvrir le théâtre. Donc Michel Richard, Petra Schulz, qui pour moi sont encore... comment dire ? Je les ai encore beaucoup dans mon cœur. Je les ai vus récemment sur Paris. Et c'est vraiment... quand je pense à eux, on voit pas mon sourire là, mais... Mais c'est ceux qui t'ont donné cette révélation-là. Exactement. Est-ce que tu avais des personnes autour de toi, quand même, dans ta famille, dans tes proches, qui faisaient du théâtre, qui étaient comédiens ? C'était vraiment entièrement venu à l'école ? Ça m'est à la base entièrement venu à l'école, mais il y a un petit mais. Puisque il y a quelques années en arrière, quand donc mon grand-père est décédé il y a quelques années, et j'ai un oncle qui a retrouvé en fait des affiches d'opérette où mon grand-père avait joué et personne de la famille ne le savait. Donc découvrir ça, donc il m'a envoyé les 2 affiches, il m'a envoyé sa première caméra aussi, donc c'est un bonheur mais c'est pas par rapport à ça que je suis venu au métier, du coup. Ah ouais, mais c'est fou de se dire que t'étais pas au courant que ton grand-père avait finalement les mêmes passions que toi, sans jamais te l'avoir dit. Exactement. Et il savait pourtant que tu faisais du théâtre et... Oui. Ah, c'est rigolo. C'est une belle histoire. Exactement. Et du coup, j'allais dire, je me sens d'autant plus légitime aujourd'hui en me disant, en fait, c'était presque dans mes gènes. Je sais que mon père, il avait voulu chanter aussi, mais il était parti vers les métiers de l'armée. Parce que dans la famille, on a toujours dit, faut faire ça, faut être fonctionnaire. Du coup, je vois que même mon frère est devenu fonctionnaire, ma sœur aussi, d'ailleurs. Et mes parents voulaient pas que je fasse ce métier-là. Donc, si on reprend dans l'ordre chronologique, quand j'ai 6 ans, mes parents me demandent ce que je veux faire, et je leur dis, je veux être comédien. Ils me disent que c'est pas un métier à l'époque, mais je suis petit. Ils me disent, c'est quoi ton deuxième choix ? Champion d'échecs.
Mais tu vois, t'as fait les deux. Exactement. Et quand arrive la fin des études, ils me reposent la question, et là, c'est parti un petit peu plus au clash. Mes parents ne voulaient pas du tout que je fasse ces métiers parce que pour eux, c'était pas des métiers. Et ça a mis du temps avant de leur faire accepter. Ça a peut-être mis 10 ou presque 15 ans au final. Mais aujourd'hui, ils comprennent, et aujourd'hui, c'est presque mon premier soutien. Alors, quand je dis mon premier soutien, j'en ai eu des gros soutiens à côté, mais maintenant, ça me met du baume au cœur quand je les vois et quand ils m'en parlent. Oui, parce qu'aujourd'hui, ils voient justement que tu as réussi à en faire un métier, mais c'est que s'ils connaissaient pas ça, ils devaient partir avec plein d'a priori et avoir peur pour toi finalement. Exactement. Bon, c'est plus de la bienveillance de base, puisque je pense que quand on est parent, on a envie du meilleur pour ses enfants. Ensuite, ils ont vécu à une époque où le meilleur, c'était justement avoir une bonne situation. Et justement, penser que le métier de comédien ne peut pas amener à une bonne situation, je crois que c'est réducteur. Dans le sens où, bon, bien sûr, c'est un métier très compliqué, très galère, mais je crois que quand on veut être astronaute ou même cadre, je pense que c'est aussi galère. Je vois les médecins, c'est autant galère en fait qu'être comédien, voire plus. Ça nécessite des années et des années d'études, et, et c'est un métier qui est pas toujours, j'allais dire, c'est un métier ingrat au final. Oui, c'est des métiers, tu disais que tu étais dans le Luberon, c'est des métiers qui sont moins faits là-bas. Tu n'aurais peut-être pas eu les mêmes réactions à Paris. Parce Oui, qu'à Paris, tout le monde connaît quelqu'un qui a réussi dans le théâtre. Là-bas, c'est moins le cas aussi. exactement. Donc c'est forcément plus compliqué. Et à quoi tu t'es raccroché pour prouver que c'était un métier? Je sais que je te pose cette question parce que moi, quand j'entendais ça, je me disais, mais non, j'ai écouté des interviews de comédiens qui disent que c'est un métier, qui expliquent comment ils ont fait. Toi, à quoi tu te raccrochais? Comment t'as pu y croire? Je crois que je me suis beaucoup raccroché au comédien qui m'a formé. Donc, faudrait revenir à mes 6 ans à la base. Donc, je commence le théâtre avec Petra Schulz donc, et Michel Richard. Et je les suis déjà sur 5-6 ans. En faisant un spectacle tous les ans, et je me dis, waouh, c'est ce que je veux faire. Mais vraiment, c'est viscéral à l'époque. Et à mes 16-17 ans, je crois que c'est sur une peine amoureuse. D'un coup, je vais voir un psychologue à l'époque, ça n'a pas duré très longtemps, et je me dis, il faut que je refasse du théâtre. Et donc, à mes 16-17 ans, je me remets à faire du théâtre, et là, je commence à suivre le comédien qui m'a formé. Donc, il n'y avait plus que Michel Richard à ce moment-là, et je le suis dans presque tout. Donc, il y avait un festival de théâtre qui s'appelle le Festival des soirées d'été en Luberon, dans lequel je bossais en tant que secrétaire, du coup, à l'époque. Dès que j'ai pu, je me suis investi. Je suivais Michel sur toutes les pièces. Il m'a formé aussi à la mise en scène. Et donc, je crois que c'est Michel qui m'a donné cette croyance en ce métier-là. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que la période était plus difficile aussi que la sienne quand il a débuté. Et je me suis dit, il faut que je parte à Paris. Donc, finalement, j'y suis arrivé en 2 fois à Paris, puisque la première fois, ça a été un petit peu un échec, mais parce que je croyais pas suffisamment en moi et que j'ai rencontré des comédiens qui m'ont mis des doutes dans la tête. Ils avaient raison sur certains points, mais tort sur d'autres. Et la deuxième fois où j'y remonte, ça doit être il y a une douzaine d'années, là, je me suis dit, bon, j'y reste. Je dois faire les choses que je dois faire. Et entre ces deux passages-là, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu redescends dans le sud? Bah, il y a encore eu de l'amour. D'ailleurs, est-ce que je peux dire que c'est de l'amour? Je suis pas sûr. Mais il y a eu quelqu'un, en tout cas, qui m'a fait redescendre dans le sud. Puis, j'ai encore... Après, j'ai presque envie de dire, c'est une expérience dont on peut se servir sur scène. Donc finalement, tant mieux. Quoi qu'il se passe dans la vie, on peut s'en servir sur scène. Ça, c'est sûr. Et tu disais donc qu'il y a eu un petit moment quand même dans ton enfance-adolescence où tu as arrêté le théâtre. À ce moment-là, est-ce que tu savais quand même que tu comptais le reprendre un jour ou est-ce que ça t'était un peu sorti de la tête? Alors, je saurais pas te dire. C'est une période où justement on se cherche beaucoup dans l'adolescence. J'ai presque envie de dire,
quand on arrive en 6e, on a envie de plaire. On a envie d'avoir son premier flirt, on a envie de plaire à des copains. Et j'étais plutôt solitaire du coup à l'époque. Et j'avais peut-être une amie proche et c'est tout. Et j'avais du mal à me faire des amis du coup parce que parfois les gens me trouvaient bizarre dans un sens. Et arrivé en 4e, j'ai commencé un petit peu à faire le con, donc j'ai eu plein d'amis. Mais je me suis rendu compte que ça m'avançait pas plus pour le reste. Donc à l'époque, si, il y a une époque où j'ai voulu être coach sportif. Ouais. Un petit peu avant de replonger vers les métiers du théâtre. Mais finalement, je me rends compte, aujourd'hui en tant que professeur, coach, je suis pas très loin de tout ça et je recherche dans mes groupes la même cohésion d'équipe qu'aurait une équipe sportive. Donc, pas si loin. Tu parlais du fait que les gens pouvaient te trouver bizarre au moment du collège. Ça me fait penser à un autre comédien que j'ai interviewé, Félix, dans l'épisode 3, il me semble, et qui parlait justement de ça et qui disait qu'à ce moment-là, au moment du collège, on le trouvait très bizarre et que ça pouvait l'isoler, qu'il pouvait se sentir parfois un peu à part, mais qu'à posteriori, il se disait qu'il fallait le chérir et que c'était ça qui faisait un artiste et que c'est quelque chose qui rassemble beaucoup d'artistes. Est-ce que toi, a posteriori, tu as ce même sentiment ? J'ai un peu ce sentiment, on pourrait regarder le film, est-ce que c'est le bal des comédiennes de Mai Wen, c'est bien ça ? J'en ai aucune idée. Le bal des femmes, le bal des comédiennes. Je sais plus le nom du film, mais justement où il y a une phrase qui m'a marqué, où c'était quand on est artiste, on a été écorché en fait. Et c'est ce côté souvent bizarre qui revenait du collège ou même d'avant, qui fait que j'ai presque envie de dire on a envie de plaire, on a envie d'être aimé. La problématique, c'est que je regarde par exemple dans mes cours, je crois qu'il y a certaines personnes qui parfois ont juste besoin d'être aimées mais n'ont pas envie d'être comédien ou comédienne. Si on les soigne, parfois ils n'ont plus envie de faire ce métier. Alors ça peut être très dommage parce que certains ont un talent monstrueux. Mais s'ils sont en accord avec eux-mêmes, parfois, je ne suis pas sûr que tous devraient faire ce métier. Et du coup, le théâtre, ça peut aider à les soigner ? Oui, mais parfois je suis triste parce que je me dis, on perd un comédien ou une comédienne. Oui, parfois il faut vraiment garder ses failles pour être un bon comédien. Tu vois. Je dirais pas les garder, les soigner. Mettre beaucoup d'amour dans ce qu'on est. S'aimer soi, je crois. Mais s'aimer soi pas de manière narcissique. S'aimer soi dans le sens où on doit être capable de se donner ce dont on a envie. Ouais, ça, si tu l'apprends finalement au fur et à mesure, ou tu as des moments où tu l'as compris plus qu'à d'autres ? Je l'ai compris tard, ouais. On va dire. C'est-à-dire au début, j'étais plus dans mes blessures. Je me disais, oui, j'aime les artistes torturés, j'aime les Amy Winehouse, j'aime les gens qui vont cracher sur scène leur trip, mais dans le sens où c'est très créatif en fait d'être torturé. Mais progressivement, je me suis dit, mais je suis pas heureux en fait en allant vers ce personnage-là. Et j'ai envie d'être heureux au fond de moi. Et je me suis dit, la problématique aussi, c'est que quand on a ces failles-là, on ne peut pas jouer tous les types de rôles parce que ça va réouvrir des failles de manière très violente. Et je connais des comédiens qui sont devenus presque fous par rapport à ça. Ouais, c'est sûr. Donc, être guéri de ces blessures, c'est pour moi le premier objectif quand on veut faire ces métiers. Alors, c'est que mon avis, hein. Ouais, mais c'est assez logique, c'est sûr. Puis en plus, c'est des métiers qui peuvent amener à être exposés. Et si tu es exposé sans avoir guéri tes blessures, ça peut être assez violent quand même, je pense. Très dangereux, je pense. Là, en tant que professeur, est-ce que tu as besoin des fois de donner ces conseils à des artistes que tu vois monter en talent et potentiellement en exposition ? Et est-ce que parfois tu as peur qu'ils se perdent et tu sens qu'ils ont besoin d'un accompagnement particulier ?
Je leur fais confiance. Après, je me dis parfois, c'est aussi bien qu'ils se perdent un temps parce que on fait nos expériences. Si on n'avait pas des échecs ou, j'allais dire, des ratures dans la copie, est-ce que la copie serait bonne? Des fois, on est obligé de rayer toute une partie en train de se dire ouais, ma copie, en fait, ce passage-là, c'est pas ce qu'il fallait que je fasse. Et c'est essentiel pourtant pour arriver à la finalité. Donc, qui se plante vite, eh bien, et puis ça marchera plus vite aussi. Oui, c'est sûr. Mm. Et à 16 ans, quand tu reprends le théâtre, comment tu sais comment faire pour te professionnaliser là-dedans? Est-ce que tu te dis, il va peut-être falloir que je fasse une école du type, voilà, des écoles peut-être privées à Paris? Ou est-ce que tu te dis, ça va marcher comme ça, je vais faire des castings? Comment tu sais comment on fait? Bah, à l'époque, c'est très compliqué parce que déjà, j'avais pas Internet. C'était vraiment le début de la démocratisation d'Internet. Donc je pouvais pas vraiment me documenter, du coup c'était le flou total. À l'époque de mon professeur, en fait, on pouvait être comédien en suivant un comédien, en fait. Puisque après on a intégré une troupe et ainsi de suite. Et il me racontait comment c'était à l'époque. Moi, c'était le flou total. C'est un jour, je prends un billet de train, comme ça, à l'instinct, pour monter sur Paris. Et il se trouve à l'époque que j'ai une amie qui est chanteuse qui voulait faire la même chose. Et elle avait un pied-à-terre sur Paris chez des amis à elle. Et, et je monte et ses amis m'invitent à passer la nuit. Puis ensuite me disent ah ben tu peux rester aussi quelques temps. Et ben c'est drôle parce que je suis toujours là-bas aujourd'hui, au final. D'accord. Mais c'est des comédiennes en plus qui pour moi c'est ma deuxième famille, ma deuxième mère, ma deuxième sœur. Et j'ai oublié la question du coup. Comment tu sais comment faire pour te lancer? Est-ce que tu sais s'il faut passer par des écoles sur les castings? Bah, je savais pas. Donc pour rebondir le dessus, quand j'arrive sur Paris, je sais pas. Et ces comédiennes me chapeautent un petit peu. Elles me conseillent. Donc elles me disent tu devrais faire une école. Donc première chose que je fais, c'est je me documente un petit peu sur toutes les écoles. Alors c'est drôle parce que je me suis inscrit à Pierre-et-Moni et au final je n'y suis pas allé puisque je suis redescendu dans la foulée. J'étais un peu perdu parce que il y avait tellement d'informations, on me disait il faut faire des castings, il faut faire une école, il faut faire ceci, il faut faire cela. Alors que moi je me disais mais ça fait depuis que j'ai 6 ans, avec la petite coupure de 5 ans au milieu, que je suis des comédiens et que j'ai l'impression que je suis presque prêt. Ou du moins que je le suis. Du coup, je repars 2 ans dans le sud, ou 3, et quand je remonte sur Paris, je me dis pas je vais faire une école, je me dis là c'est un peu tard, alors que j'étais encore jeune, mais je me dis je fonce, je m'en fous. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu tournes dans plusieurs projets? Ou est-ce qu'il y a eu des moments où c'était plus long? Alors, au bout de quelques mois, je dirais, je commence à tourner dans pas mal de projets. Après, la problématique de tout ça, c'est que quand on débute en tant que comédien, on va chercher tous les projets qu'on peut trouver, et c'est des projets souvent pas rémunérés. Et je sais qu'à l'époque, j'ai fait une sorte de boulimie de travail, je voulais travailler tous les jours, quitte à me perdre au final, parce que d'un coup, on travaille, on travaille, on travaille. C'est-à-dire, un jour, on est sur un court-métrage, donc non rémunéré. Le lendemain, on se dit, c'est pas grave, il faut que je bosse, je vais faire une captation, je demande aux copains qui je peux capter, je vais capter un copain. Le lendemain, on me propose toujours des régies. D'un coup, je passe assistant réalisateur sur un autre projet. On a besoin de moi pour tel ou tel projet. Et progressivement, je commence à m'épuiser avec très peu de résultats. Donc un jour, j'ai un copain qui me dit, bon, je vois que ça va pas, et qui me dit, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? J'ai regardé un dessin animé. Ça m'a Ça aide, calmé. hein? Oui, ça aide. Et, et après, il y a des projets qui m'ont porté. La problématique, c'est que quand on fait un gros projet d'un coup, souvent, derrière, on se dit, ça va marcher.
Et on n'est plus dans la démarche de rechercher encore du travail. Et d'un coup, à la fin de ce projet, on se retrouve dans un gouffre. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Et d'un coup, ça a été presque une période de dépression. Et du coup, ça, j'ai mis 6, 8, 10 mois peut-être à retrouver ensuite des castings, parce que d'un coup, on se dit, mais en fait, ça n'a pas marché du tout. Le film n'est pas sorti. Et même quand il sort, en fait, comme c'était un tout petit rôle, ça n'a pas donné ce que j'attendais. Oui, on vient pas forcément de se chercher du jour au lendemain. Pour plein d'autres projets, il faut continuer à les chercher, quoi. Oui, mais peut-être que j'aurais dû les chercher mieux. C'est là où j'ai fait une grosse erreur. Mais c'était à faire. Et est-ce que tu penses qu'il faut se dire finalement, avant de chercher ces premiers castings, dans quoi tu as envie de travailler, comment tu vois ta carrière et chercher tes castings par rapport à ça? Ou quand même pas trop être difficile au début et essayer malgré tout de multiplier au maximum les projets? Je crois qu'il faut quelque chose entre les deux. C'est-à-dire, faut être disponible, mais il faut être beaucoup plus sélectif que ce que j'ai fait ou que ce que beaucoup de jeunes comédiens font. Parce que si on choisit tous les projets, il y a des projets qui vont pas nous plaire, il y a des projets qui vont nous faire très mal. Et même au niveau du métier, c'est pas souvent des projets qui vont nous porter. Parce que ça veut dire qu'on s'est pas donné à fond pour un projet dans lequel on croyait pas. Et je crois qu'il faut choisir des projets qui nous portent et dans lesquels on croit, parce qu'on s'investira 200 fois plus. Et si toute une équipe de cinéma s'investit dans un projet, même qui est bancal à la base, mais dans lequel tout le monde croit, il y aura beaucoup plus de succès que si tout le monde vient juste pour prendre un cachet ou pour prendre une image. Et toi, est-ce qu'à ce moment-là, tu avais aussi le réflexe de créer tes projets ou à ce moment-là, tu te greffais à des projets existants pour jouer vraiment? À l'époque, j'avais pas pris conscience qu'il fallait aussi créer ces projets. Donc j'essayais de me greffer à des projets existants. Après, ça donnait des belles choses aussi à certains moments, mais... Et c'est à quel moment que tu crées tes projets? Alors, ça part de quelque chose où j'ai pas créé le projet pourtant, mais où j'ai participé à la création d'un projet qui était un projet de Jim Bauer. On buvait un coup à l'époque et puis il me dit j'aimerais bien qu'on fasse mon premier clip. Et là, il me dit j'ai pas de réalisateur, je lui trouve un réalisateur avec qui j'avais bossé et on commence à faire la première version de Marilyn in You, qui est une version en fait qu'après on a mis que c'était une version live, je crois. D'accord. Et on commence à créer ça. Et ça m'a donné une impulsion. Parce que comme je lui avais présenté le réalisateur, ensuite comme on a mis certaines choses en place avec quelques réunions, je me suis dit, c'est facile en fait de créer un projet. Et finalement, tu avais un poste de directeur artistique presque dessus? Je sais pas si on peut dire ça, mais j'ai beaucoup aidé. Enfin, pour moi, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Et c'était un bonheur. Et puis c'est une rencontre, c'est des rencontres qu'on fait dans la vie, des gens qu'on aime, des gens avec qui on partage un moment de vie. Après, il y a eu d'autres projets sur lesquels j'ai participé un petit peu comme ça. Je croyais en ce réalisateur. Ensuite, je l'ai aidé aussi pour d'autres projets. Puis après, petit à petit, on se dit, je vais prendre plus d'importance et je vais créer mes projets. Donc j'ai commencé à écrire et à faire mes propres tournages. Et là, c'était des tournages donc, de courts-métrages, t'étais plus sur du clip? J'étais plus sur du clip, même si aujourd'hui j'ai envie d'y retourner dessus. Ouais. Oui, court-métrage. Et puis c'est un bonheur derrière parce que on se dit, ah ben c'est moi qui l'ai fait. Et quand on voit son premier court-métrage en festival, on se dit, waouh. Et même si on n'est pas content de son produit final, parfois. Mais le premier court-métrage, c'est souvent celui qu'on prend pour référence avec les erreurs à pas refaire et tout. C'est souvent un peu le crash test, le tout premier. Exactement. Mais du coup, il est super important. Oh oui. Et qu'est-ce qui t'a surpris le jour où t'es arrivé? Parce que
je commence un petit peu aussi à faire, et des fois je me dis, on s'attend pas à ce que ça soit si dur de faire un court-métrage. Est-ce que tu as eu ces surprises-là de te dire, oh là, je me suis lancée dans un truc, je m'attendais pas à ce que ça soit si dur, ou finalement tu savais dans quoi tu te lançais? Par rapport à tous les projets sur lesquels j'avais collaboré avant, je crois que je m'y attendais. Ouais. Donc c'était pas si dur que ça au final. Mais je crois que c'était avant, j'avais cette impression que c'était des montagnes et c'est pour ça que j'avais pas bougé par moi-même avant. Oui, t'as appris sur les projets des autres pour pas te faire surprendre sur ton projet à toi, quoi. Finalement, oui. Et quand est-ce que t'as eu envie de donner aussi des cours de théâtre? Des cours de théâtre, j'ai commencé à avoir l'envie quand j'étais tout gamin, en fait. Enfin, tout gamin. Quand je sortais des soirées d'été en Luberon. À certaines périodes, le comédien avec qui je bossais partait sur des tournages. Sauf qu'il fallait que la troupe continue à travailler. Et comme il me connaissait et qu'il m'avait formé, il me donnait ses groupes. Et c'était moi qui travaillais avec en tant que metteur en scène. Alors ça a donné lieu parfois il y avait 2 groupes. Il y avait le groupe adolescent qui me faisait confiance, qui me suivait. Il y avait le groupe adulte où ça donnait lieu parfois à des grosses problématiques, puisque moi, du haut de mes 19 ans, j'avais quand même une certaine déjà expérience. Et il y en avait qui étaient dans l'ego et qui ne voulaient pas se faire diriger par quelqu'un de 19 ans. Donc j'ai dû essayer de prendre du coffre, essayer de faire comprendre aux gens que c'était comme ça et que c'était pas autrement. Alors on a l'impression que je suis rigide comme ça. Mais il y a des moments au niveau de l'art où on peut pas faire n'importe quoi. Oui, puis si c'est toi le metteur en scène, c'est à la fin, c'est ta décision qui doit être respectée de toute façon. Exactement. Et à cette époque-là, j'avais très envie, mais je me suis pas senti suffisamment légitime. Et à un moment donné, j'ai une opportunité. Je bosse dans un conservatoire et il y a un parent d'élève qui me dit on cherche un professeur pour un lycée professionnel. Donc j'y vais et je fais 3 ans là-bas où je donne des cours à des élèves, où j'ai pris énormément de plaisir. Et à un moment donné, je pars presque en claquant la porte par rapport à quelque chose qui ne m'a pas plu. Et à l'époque, on faisait des réunions avec des gens qui s'attardaient sur la loi de l'attraction. Et donc, tous les jeudis soirs, on se faisait une réunion comme ça pour créer des projets. Et ce soir-là, je me souviens, je sors de la réunion, je vois un panneau où il y a marqué « Il est temps de changer de vie ». Le lendemain, je donne ma démission au lycée. Et je me dis, maintenant, je vais faire ça, mais de manière plus carrée. Donc je m'inscris à l'époque pour donner des cours en ligne et petit à petit on m'a contacté dans une école, l'Acting International, où j'ai fini en tant que professeur. Enfin c'est pas fini, mais... Mais où tu es actuellement professeur. Exactement. Et qu'est-ce que tu essaies de transmettre dans tes cours, outre vraiment les compétences théâtrales? Alors c'est marrant parce que je vais peut-être parler plus de la bienveillance. Je pourrais parler aussi de la croyance, parce que la première étincelle, c'est y croire. Tant qu'on n'est pas sûr de ce qu'on veut, je crois qu'on ne peut pas toujours l'atteindre, ou alors on l'atteint sans s'en rendre compte. Mais je crois que la nouvelle vague de comédiens, de réalisateurs, ils veulent un métier beaucoup plus propre. Et c'est pas pour ça d'ailleurs que j'essaye de leur apprendre la bienveillance, mais c'est parce que c'est beaucoup plus facile de bosser en équipe quand on est dans cet état d'esprit. Et la chose pour moi que je disais la plus importante, c'est y croire. Parce que qu'on soit sur scène ou en dehors de scène, quand on n'y croit pas, on peut pas réussir à faire les choses. Et c'est cette étincelle-là dans la vie, on la retrouve dans tout. En fait, je crois dans tous les milieux artistiques, mais même dans tous les milieux, dans tout ce qu'on aime. Et j'aimerais que les gens ils continuent à rêver, même si il faut
il faut être concret à un certain moment. Mais je trouve ça dommage. Parfois, je croise des gens qui font des métiers qu'ils n'aiment pas. Ils me disent oui, mais la vie est dure. Mes parents, ils ont toujours fait ça. Ils m'ont dit qu'il fallait que je fasse ça. Ils le font. Et c'est pas ce qu'ils aiment. Je croise des gens très talentueux parfois qui sont femmes de ménage ou hommes de ménage ou qui ont des métiers très compliqués aussi. Je trouve que ces métiers-là sont presque plus compliqués en fait. Ah oui, bien sûr. Oui, et là, c'est vrai que c'est dommage de n'y avoir pas cru au départ ou d'avoir écouté en fait les gens qui te disent que c'est pas possible, quoi. Toi, j'imagine que tu regrettes pas de ne pas avoir écouté tes parents quand t'avais 17 ans et de l'avoir fait, quoi. Je pourrais jamais regretter ça en tout cas. C'est même un... J'allais dire, c'est... J'ai oublié le mot. Bon, on va dire c'est jouissif, mais c'était pas ça que je voulais dire comme mot. Mais faire les choses quand on te dit c'est impossible, c'est un bonheur. Et pourtant, c'était pas impossible. C'est ce que je dis à mes élèves tout le temps. Je leur dis, croyez-y, créez des choses. Commencez à bosser ensemble. Prenez du plaisir. Je leur dis même souvent, à la fin des cours, essayez d'aller boire un coup ensemble de temps en temps parce que c'est le moment où on crée réellement. Parce que pendant les cours, il y a une rigueur, il y a quelque chose où presque comme si c'était orchestré par le professeur. Alors que quand ils vont boire un verre, ils vont se dire « Ah tiens, moi j'aime bien ce sujet, si on pouvait faire un petit court-métrage là-dessus. » D'autres vont se dire « Ah tiens, moi je préfère le théâtre, bossons sur une pièce de théâtre ensemble. » Il y en a qui vont se dire « Ah tiens, il faut qu'on fasse une troupe tous ensemble. » Il y en a d'autres qui se disent « Ah tiens, il faut partir dans un long-métrage. » Et puis finalement, allons voir les festivals de court-métrage. Et là, ils rencontrent des réalisateurs qui les font bosser. Et alors que quand ils rentrent chez eux tout seuls, ils restent avec eux-mêmes et ils vont pas peut-être avoir le côté relationnel qui est super important dans ce métier, même si c'est quelque chose pour lequel on a parfois tous du mal, mais c'est essentiel. Puisqu'en plus c'est à la fois important humainement et sur le plan professionnel, ça reste un réseau énorme déjà, le réseau de l'école quand tu commences. Oui. Pour créer justement tes projets, quoi. Exactement. Je sais que par exemple dans les classes de théâtre, il y a beaucoup de classes qui ont continué à se côtoyer et à créer leur propre troupe. Donc c'est un cadeau en fait quand nos élèves créent et font vivre ce métier. Je crois que le plus beau cadeau, c'est quand on voit ces élèves réussir. Ouais, t'as une fierté de les voir créer leur projet. Oui. T'en as plusieurs que tu vois maintenant au cinéma oui. ou dans des différents projets. Pas plus tard. Actuellement, justement, j'ai une élève qui est à l'affiche d'un film. Les SECPA. C'est une ancienne élève que j'ai eue en première année en plus il y a un an. Et quand je vois son parcours depuis l'école, je me dis waouh. Ouais, c'est une fierté de l'avoir là. C'est à la fois une fierté et je suis très 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 heureux pour elle. Je vois comment elle vit les choses, comment elle comprend pas. Il y a des fois, elle me disait mais je comprends pas. Il y a des gens qui viennent, ils veulent faire des selfies avec moi et elle me disait mais j'arrive pas à réaliser encore. Ouais, je sais pas si tu peux vraiment te préparer à ça. Je sais pas si on peut se préparer. Je crois qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui veulent faire ce métier pour ce genre de choses, en plus. T'en vois, toi, dans tes élèves J'en vois, ils veulent être stars. La problématique, c'est que on commence pas ce métier en voulant être star. Alors, ceux qui sont un petit peu plus logiques, d'un coup, ils disent « Non, en fait, j'aime vraiment ce métier. » Alors, progressivement, ils vont vraiment vers le métier, vers l'amour de ce métier. Et puis souvent, ceux qui veulent être stars, ils se rendent compte très rapidement que c'est pas pour eux. Oui, parce qu'en fait, justement, tu te décourages beaucoup plus vite et t'as plus de chances d'arrêter avant de le devenir que si tu le fais pour les bonnes raisons, quoi, au final. Oui.
Puis s'ils veulent être stars, je crois qu'il y a des émissions de télé comme les Ch'tis versus les Marseillais. Je trouve qu'en plus c'est malsain. Mais pour être star, on peut faire ça, je pense. Oui, ça va plus vite. Oui, ça va plus vite. Après, c'est tout aussi casse-gueule parce qu'on t'assimile j'allais dire, au personnage que tu avais. Alors, il y a des belles réussites parfois, mais rares. Oui, en tout cas, c'est pas les mêmes types de réussite et certainement pas les parcours que tu as envie d'enseigner, quoi. Exactement. Là, aujourd'hui, en menant tous tes projets de front, que ce soit donc dans le théâtre, comme tu parlais tout à l'heure en présentant toutes tes activités aussi dans les échecs, en tant que professeur d'échecs, comment tu fais pour organiser tes journées, choisir tes projets et choisir quelle place donner à chaque projet? Alors ça, c'est un peu instinctif et à la fois c'est aussi rythmé par l'école parce que je sais mes horaires par rapport à l'école, je sais le temps qu'il me reste à côté. Je sais qu'il y a des choses aussi qui sont importantes, c'est-à-dire la famille, les amis, la vie de couple aussi à certains moments pour lequel il faut garder vraiment un temps pour avoir un équilibre. Aussi le sport, parce que j'adore courir. Je me dis si je cours pas pendant une semaine, après je me sens mal même dans mes émotions. Et du coup, le reste, c'est ce que je garde pour les projets. Après, c'est de manière instinctive puisque on peut pas vraiment voir à long terme souvent quand on se laisse porter par tout ça parce que d'un coup il y a des imprévus. Parce que d'un coup, y a un ami qui arrive le jour où c'était prévu que tu bosses sur ton court-métrage. Donc, tu vois l'ami plutôt que de bosser sur ton court-métrage. Après, peut-être le point quand même important, c'est qu'il faut se donner des deadlines, fixer des dates, puis s'y tenir. Alors, ça veut dire que parfois, on va bosser la nuit, hein, mais je crois que la réussite, elle est dans quelque chose de très simple en fait. Je disais tout à l'heure y croire et surtout faire les choses. Ouais. Oui, c'est vrai que ça revient d'ailleurs souvent, c'est souvent un conseil qui est donné dans le podcast par les artistes, c'est de dire fais-le et peut-être que tu te rendras compte après que c'était pas parfait, mais ça commence par toi, quoi. Exactement. Est-ce que toi, il y a quelque chose qu'on t'a pas dit quand t'as commencé à vouloir devenir comédien, quand t'as 16-17 ans, tu t'es mis à fond dedans, et que t'aurais aimé qu'on te dise avant pour pas le découvrir sur le tas? Il y a un conseil que j'aurais aimé qu'on me donne, c'est quel que soit le casting ou le rôle qu'on va te donner, ne demande jamais conseil aux autres. Ah ouais. C'est un peu brutal dit comme ça, mais c'est parce que je me suis rendu compte que quand je faisais un casting, si je demandais conseil aux autres, au final, je finissais par jouer ce que les autres m'avaient dit de faire. Et qu'en discutant avec les directeurs de casting, on me disait « Ah, mais je comprends pas pourquoi tu me l'as pas joué comme ça ?» Et c'était ma première idée. Et j'en ai pas voulu aux gens qui m'ont donné des conseils, puisque c'est moi qui suis allé vers eux en plus. Mais je m'en suis voulu pendant un moment en train de me dire « Mais pourquoi je m'écoute pas ?» Donc, j'aurais envie de dire à tous ces comédiens, écoutez-vous. Au final, c'est toi qui sens les choses. Oui. Et si là, il y a un enfant, un adolescent qui nous écoute, qui aurait envie de commencer le théâtre, mais qui sait pas trop s'il veut le faire ou pas, où ça peut le mener, qu'est-ce que tu lui dirais? Tester peut-être de faire déjà du théâtre en association, voir comment il se sent sur scène, voir si ça l'épanouit, s'il est heureux de côtoyer d'autres personnes et d'être à l'écoute aussi. Ouais. Pour toi, c'est quoi la plus grande richesse du métier de comédien et plus largement des différents métiers que tu es amené à faire simultanément? C'est l'humain. C'est les rencontrer des nouvelles personnes qui partagent le même objectif, le même amour du métier. C'est essayer de comprendre, justement, c'est
toutes ces nouvelles âmes qui arrivent, et après essayer de piger quel conseil donner à quelle personne. Parce que un cours de théâtre, bien sûr, je pense qu'il y a qu'il doit y avoir un fil conducteur avec des choses communes, mais je crois que pour emmener un comédien vers la réussite, je crois que s'il y avait 20 comédiens dans ma classe, il y a 20 conseils différents à donner. Parce que chacun, ça sera quelque chose de différent souvent. Et est-ce que c'est pour ça que tu fais aussi du coaching, du coup, pour avoir une personne en même temps, ou ça se passe différemment ? Ça se passe à peu près comme ça au final. Faire du coaching à côté, ça se passe un petit peu comme dans mes cours en réalité. Sauf que du coup, c'est quelque chose de beaucoup plus personnalisé, où j'ai plus de temps pour discuter avec la personne, pour essayer de mieux la comprendre encore. Après, dans mes cours, il y a des exercices qui permettent de faire en sorte que je comprenne les élèves presque instantanément pour voir les blessures, etc. Donc, alors, c'est des exercices souvent assez violents, où il y a beaucoup de larmes. Mais à partir du moment où on comprend ces élèves, on comprend quel conseil donner à quel élève. Et de se dire, j'appuie sur telle corde pour avoir tel sentiment. Et à partir du moment où eux comprennent que eux-mêmes peuvent activer cette corde, c'est fini, j'y touche plus, j'essaye de retrouver sur quelle corde toucher pour avoir tel autre sentiment. Je vois les élèves comme des guitares en fait, qui ont une multitude, une panoplie incroyable de sentiments, et que eux-mêmes savent pas toujours sur quelle corde appuyer pour sortir cette note, cette émotion. Exactement. Ouais. Et oui, forcément, tu t'adaptes vraiment au caractère de chacun, et c'est pour ça aussi que le théâtre est assez libérateur, parce que ça te permet de te raccrocher à tes émotions et te servir de tes émotions bonnes et mauvaises pour créer quelque chose, quoi. Oui. Une question que je pose toujours pour conclure, c'est si tu pouvais te parler maintenant, avec l'expérience que tu as maintenant, au toi de 6 ans qui commence le théâtre, qu'est-ce que tu te dirais ? Agis. Alors, comment dire ? Quand je dis agis, c'est... justement, j'ai appelé ma boîte I Can Act, pour ces raisons-là. Je peux jouer, je peux agir, en fait, en anglais. Du coup, c'était un jeu de mots avec l'action. Je me dirais agis plus, parce que je suis souvent resté dans des périodes où j'agissais pas assez. C'est-à-dire, quand on agit, il peut se passer n'importe quoi. Il n'y a rien de pire que tout ce qui stagne. C'est comme l'eau qui stagne pourrit au final. Et l'humain, en fait, qui est fait à 80% d'eau, s'il stagne, il pourrit au final. Il va pas vers l'évolution qu'il pourrait avoir. Et agis, c'est ce que je me dirais. Top. Merci beaucoup. Avec plaisir. Cet épisode est terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à l'émission et à la suivre sur Instagram, Facebook et Twitter afin d'être informé de son actualité. Si vous écoutez ce podcast sur une plateforme proposant d'évaluer l'émission, lui attribuer la note maximale m'aidera à développer ce projet. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos proches, sur les réseaux ou à échanger directement avec moi pour me faire part de vos commentaires. Merci pour votre bienveillance et à bientôt sur Persévérer pour mieux rêver.